Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale Fréquence médicale sur le diabète et le ramadan. Avec une discussion croisée ce soir entre médecins et malades sur les problèmes que le jeûne prolongé peut poser aux différents types de diabétiques au cours de cet événement majeur. Nous discuterons bien sûr des moyens médicamenteux et non médicamenteux pour vivre cette période de façon la plus équilibrée possible. Donc c'est une émission qui est réalisée avec le partenariat institutionnel du laboratoire Sanofi. Et pour cette discussion, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Fréquence médicale, tout d'abord Assina, bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez un diabète insulinodépendant et vous êtes également Abi Biscuit sur Instagram et sur TikTok où vous délivrez des conseils pour vivre son diabète au quotidien le plus sereinement possible, j'imagine ? Oui. Merci. Avec nous également le docteur Laïd Ama, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin généraliste et vous avez une appétence particulière pour la diabétologie et vous traitez de nombreux diabétiques en ville, y compris pendant le ramadan. Et avec nous en distanciel, parce qu'il avait été retenu par ses instances administratives, le professeur Freddy Penfornis, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes diabétologue, vous êtes chef de service à l'hôpital de Corbeil-Essonnes et vous prenez bien sûr en charge des patients diabétiques qui envisagent ou pratiquent ce type de jeûne prolongé en plus des diabétiques habituels. Alors je vous rappelle donc bien sûr que cette émission est en direct et que vous pouvez poser toutes vos questions. Si elles arrivent et sont raccord avec la discussion, je les injecte immédiatement. Sinon on a gardé du temps à la fin pour les traiter. Alors on va commencer avec vous, Assina. Donc votre diabète s'est déclaré il y a combien de temps ? Il s'est déclaré en 2021 et c'est bientôt mon diabète anniversaire d'ailleurs, puisque je vais fêter mes 4 ans de diabétique de type 1. D'emblée diabétique de type 1. Ouais. Et vous faisiez le ramadan avant d'être diabétique ? Oui, depuis mes 6 ans. J'avais fait mon premier jour de ramadan et après, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire le ramadan en entier. Et j'ai dû m'arrêter. Je me suis arrêtée quand j'étais enceinte de mes enfants. Et ensuite, avec la découverte du diabète de type 1. C'est-à-dire quand le diabète a été découvert, l'année où ça a été découvert, vous n'avez pas pu pratiquer le ramadan parce qu'il fallait En fait, j'ai été découverte en mars. Et le ramadan tombait en avril. Donc c'était très short. Et puis j'avais d'autres choses à gérer que ça. Et après, vous avez décidé de le reprendre. Et qu'est-ce que vous a dit votre médecin favori lorsque vous avez proposé ça ? C'était un médecin généraliste ? C'était un diabétologue ? C'était qui ? Non, c'était ma diabéto, qui est comme une coach pour moi. D'ailleurs, elle me verra peut-être. La première année, j'ai fondu en larmes dans son cabinet et je lui ai dit je ne pourrai plus faire de sport, je ne pourrai plus faire le ramadan. Et là, elle m'a dit mais attends, stop. Le ramadan, ça se prépare comme un marathon. Tu pourras le faire, mais ça se prépare. Donc cette année, c'est pas possible. Il faut vraiment que tu t'appropries ta maladie, que tu commences à t'éduquer et on verra plus tard. Laïd Ama, vous avez beaucoup de malades diabétiques de type 1, enfin des patients diabétiques de type 1 qui viennent vous dire, ou diabétiques de type 2 d'ailleurs, qui viennent vous dire qu'ils veulent faire le ramadan. Ou est-ce qu'ils le font tout seuls sans vous en parler ? C'est quoi les problèmes en pratique de ville ? Donc, j'ai pas beaucoup de diabétiques de type 1. Souvent, ils sont suivis par leur endocrinologue. Sinon, j'ai pas mal de diabétiques de type 2. Souvent, ils m'en parlent et s'ils m'en parlent pas, je vais vers eux et je leur pose. Vous posez la question. Voilà, je pose la question. Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est ça, et les retrouver en acidocétose. Freddy Penfornis, vous suivez donc des diabétiques de type 1 beaucoup, et il y en a quand même un certain nombre maintenant qui doivent vouloir faire le ramadan ou le faire. Et c'est quoi votre commentaire ? Et peut-être nous dire, on verra après, mais c'est quoi les contre-indications absolues du point de vue des recommandations et de la pratique diabétologique ? Alors, les contre-indications absolues, alors je ne sais pas si je retiendrai ce terme, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, il y a vraiment des situations où on va, si le patient nous pose la question, parce qu'il ne nous pose pas toujours la question, mais s'il nous la pose, il y a des situations où on va vraiment lui déconseiller fortement de faire le ramadan. Alors, je dirais qu'il y a des situations qui sont peut-être transitoires, en tout cas qui sont potentiellement réversibles. C'est des patients dont l'équilibre du diabète est très altéré. Des patients qui font des hypoglycémies sévères à très fort risque d'hypoglycémie ou qu'on fait des acidocétoses, en fait des patients qui, alors je parle essentiellement du diabète de type 1 là, qui gèrent
qui sont très en difficulté pour gérer leur diabète. Donc là, effectivement, le ramadan va en rajouter une couche, si je peux dire, et va les mettre encore plus au risque de grandes dérives glycémiques vers le haut, vers le bas. Mais ça, c'est finalement des situations qui sont potentiellement réversibles. Et puis après, il y a alors comme la grossesse aussi, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, c'est des situations réversibles. Et ensuite, il y a les situations, je dirais, un peu irréversibles. C'est les patients qui ont des très fortes comorbidités, soit liées au diabète, complications cardiovasculaires vraiment avancées, une insuffisance rénale au stade sévère, des patients qui ont des comorbidités autres que celles liées au diabète, mais des patients très âgés ou fragiles qui ont des troubles cognitifs. Là, bien entendu, mais c'est quelque part le bon sens de penser que ces patients sont à fort risque. Puis après, il y a aussi, selon les situations, parce que selon l'ère géographique dans laquelle on vit, selon la période, là on rentre dans une période hivernale pour le ramadan, c'est pas la même chose que quand c'est en plein mois d'août. Donc effectivement, sous certaines latitudes, certains métiers de force à l'extérieur où on a une forte activité physique, là aussi c'est pas vraiment conseillé. Et vous, Sina, quand on vous a dit que finalement vous aviez beau avoir un diabète de type 1, vous pouviez faire le ramadan, est-ce que ça vous a quelque part motivé à essayer de mieux comprendre votre maladie pour, entre guillemets, la domestiquer ? Ça a été effectivement une source de motivation que de me dire quelque chose qui me semble inaccessible maintenant, comme faire le ramadan, en tous les cas le refaire. Si je m'éduque bien au diabète, si je fais de l'insulinothérapie fonctionnelle, si je l'équilibre, j'arriverai à le faire. Donc si j'arrive à faire ça, j'arriverai à tout faire. Donc ça vous a donné un objectif. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette vision un petit peu de trouver une vie compatible avec la vie antérieure du malade pour un diabétique ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Si on prépare le jeûne du ramadan avec l'aide de son endocrinologue ou de son médecin traitant, en recevant les conseils, les risques, c'est envisageable. Alors j'ai une première question d'un malade ou d'un médecin, je ne sais pas, qui demande quels sont les risques d'avoir une hypoglycémie quand on fait un diabète de type 1. C'est mauvais à long terme ? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Quel risque un patient diabétique qui développe souvent des hypoglycémies ? Donc l'hypoglycémie, c'est une complication qui peut être dangereuse si l'hypoglycémie est profonde. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas prendre à la légère. Et en plus, c'est un signe éventuellement de diabète très instable. Freddy ? Alors oui, c'est vrai que l'hypoglycémie, tout dépend quel niveau d'hypoglycémie. C'est quand même, alors de moins en moins avec les nouvelles technologies, mais c'est quand même l'hypoglycémie, la rançon, jusqu'à présent, la rançon d'un diabète de type 1 bien équilibré. Il y a quand même toujours des hypoglycémies. C'est une histoire de fréquence, de ressenti de l'hypoglycémie et de sévérité. Mais pour répondre, alors je ne sais pas exactement quelle était la question, mais le ramadan, le jeûne du ramadan peut effectivement exposer les patients à un risque hypoglycémique plus important. Alors ça a deux inconvénients, outre l'inconvénient de l'hypoglycémie elle-même, comme n'importe quel moment de l'année, mais ça a aussi l'inconvénient d'obliger le patient à rompre le jeûne alors qu'il veut le faire. Donc ça a ce double inconvénient et c'est vraiment un défi, un enjeu d'éviter les hypoglycémies pendant le jeûne du ramadan. Et donc, quand vous voyez un malade, Laïdama, qui vient vous voir parce qu'il veut faire le ramadan, est-ce qu'il y a une façon d'évaluer un petit peu le risque de complications qu'un diabétique peut avoir pendant le ramadan ? Vous m'aviez parlé, en préparant l'émission, d'un espèce de score de risque, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je dis un espèce, je ne sais pas, un vrai score de risque. La Fédération internationale du diabète, en collaboration avec le regroupement DAR, donc diabète et ramadan, ils ont établi un score qu'on appelle IDF DAR, qui nous permet de classer les patients diabétiques en 3 sous-groupes de risques, avec un risque faible, un risque modéré et un risque élevé, qui tient compte un peu du type de diabète, des complications vasculaires, s'il y a présence d'une insuffisance rénale. En fait, il y a 14 items
le professeur Penformis nous en a exposé un petit peu les différents items du score. Et donc, entre 0 et 3, on est sur un risque faible. Entre 3 et 6, on est sur un risque modéré. Et au-delà de 6, on est sur un risque élevé. Donc c'est un élément qui vous permet de raisonner sur quelque chose de concret. Est-ce que ça vous permet aussi de discuter avec le malade, c'est-à-dire de le dire, ben voilà, vous êtes plutôt dans cette catégorie-là, donc si vous peut faites... s'appuyer sur des recommandations par des sociétés savantes, et comme ça le patient adhère au moins en tout cas... Vous avez eu, Ouassina, cette histoire de score de risque qui a été fait Pas du tout. Moi, ça s'est fait vraiment très simplement. Alors déjà, dans un premier temps, je voudrais revenir sur les risques d'hypoglycémie, parce que quand on est diabétique de type 1, ça fait partie de notre quotidien. En fait, on a différents types d'hypoglycémie. Il y en a qui passent presque inaperçus et qui n'ont pas besoin de resucrer, et juste s'asseoir et ça va. Et il y en a d'autres, il faut les resucrer, et il y en a d'autres qui peuvent aller vraiment dans des situations plus graves. Et en fait, il faut dealer avec et anticiper. Maintenant, pour en revenir avec le ramadan, quelque part, on signe un contrat, c'est la règle d'or. On voit une hypoglycémie qui nécessite d'être resucrée, on se resucre, et ça va aussi dans notre religion. En fait, on ne va pas se faire du mal. Donc on se resucre et c'est pas grave, on rattrapera, on a les moyens de rattraper, il y a un process pour ça, j'ai envie de dire. Mais ça s'est fait très simplement, oui, on regarde comment est la glyquée, comment est mon temps dans la cible, c'est des conseils aussi nutritionnels, on prend soin de son diabète pour faire le ramadan. D'accord. Freddy, un petit commentaire sur cette évaluation du risque, ça vous paraît important ? Oui, c'est important, mais il faut bien comprendre que la très grande majorité des personnes qui vivent avec un diabète et qui font le ramadan n'en parlent pas à leur médecin ni à leurs soignants avant. Donc, je pense que c'est à nous d'en parler. En tous les cas, quand on voit des patients, enfin voilà, si on sent que les patients font le ramadan, parce que souvent ils l'ont déjà fait. Il faut être proactif, je pense. Et effectivement, dans certaines situations, parce que c'est toujours difficile, un patient qui, pour des raisons spirituelles, a vraiment envie de faire le jeûne, de lui interdire qui on est, nous, pour interdire ça, mais de pouvoir s'appuyer effectivement sur des recommandations internationales et de pouvoir dire au patient, voilà, dans votre situation, c'est vraiment, vraiment pas conseillé parce que voilà les risques auxquels vous vous soumettez. Donc ça peut permettre aux soignants d'être plus à l'aise dans la manière de communiquer avec les patients. Alors on a parlé beaucoup d'hypoglycémie, et quels sont les autres risques que les malades courent ? Vous avez évoqué la déshydratation chez les travailleurs de force en particulier quand le ramadan est en été. Il y a d'autres risques dont il faut parler ce soir ? Alors il y a le risque d'hyperglycémie en fait. Hein, c'est une situation nouvelle qui change de l'habitude. Donc forcément, toute situation nouvelle, comme quand les patients partent en vacances dans un pays étranger, etc., c'est des situations qui sont à risque de déséquilibre et de variabilité glycémique plus importante, que ça soit vers le bas dans l'hypoglycémie ou vers le haut. Alors, dans une situation comme le ramadan, l'objectif principal, c'est que le patient puisse quand même faire le jeûne dans de bonnes conditions, donc en évitant au maximum les hypoglycémies, même si effectivement, c'est pas un drame, comme le dit Hassana, et qu'il faut que le patient se resucre immédiatement, puis éviter les grandes hyper. On ne cherche pas forcément à être à 1 gramme en permanence, donc il faut qu'il évite les grandes hyperglycémies qui vont le mettre dans une situation de risque de déshydratation, surtout si c'est des personnes un peu fragiles ou un peu âgées. Donc voilà, et puis après, oui, on sait que dans les études, on voit qu'il y a plus de risque d'acidocétose, mais quand on fait une acidocétose en faisant le jeûne du ramadan, c'est des patients qui en font aussi en dehors. Voilà, là, il y a un problème de gestion du diabète et d'éducation, certainement. Donc, la déshydratation, c'est un risque qu'il ne faut surtout pas négliger. Alors, un peu moins à cette période de l'année sous nos latitudes, mais à d'autres périodes, c'est vraiment important dans plein de situations. On a parlé de la femme enceinte, on a parlé des patients fragiles, insuffisants rénaux, donc voilà, et les personnes âgées. Donc ça, c'est vraiment un risque qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et j'ai une question, est-ce que l'adolescence est une
période ou une situation à risque dans ce fameux score, ou est-ce que c'est quelque chose que vous inscrivez en plus, les uns et les autres ? Moi, je pense qu'il faut l'inscrire en plus parce qu'il ne rentre pas tout à fait dans ce score. Et après, au niveau de l'éducation thérapeutique chez un adolescent, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de maturité peut-être pour jeûner avec le diabète. Et alors avant, les médecins déconseillaient à peu près systématiquement de faire le ramadan quand on était diabétique, et maintenant ça a beaucoup changé. Et c'est à cause de quoi ? C'est parce qu'il y a des études, des recommandations, et puis des nouveaux outils. Qu'est-ce qui est le plus important ? Tout à fait. De toute manière, on s'aperçoit que quoi qu'il arrive, comme a dit le professeur Penformis, le diabétique va jeûner et il vaut mieux l'accompagner pour l'aider à jeûner dans de bonnes conditions que de lui dire qu'il ne faut absolument pas jeûner. Certes, il y a des situations où il ne faut vraiment pas jeûner en leur expliquant vraiment les conséquences d'un jeûne dans une telle situation, mais ceux qui peuvent jeûner avec l'aide du médecin, c'est mieux quand même. Vous avez ce ressenti, c'est-à-dire que vous discutez en direct avec tout un tas de gens, et comme j'imagine qu'il y a plutôt des diabétiques qui vous suivent, est-ce que les gens vous rapportent cette complexité et le fait qu'ils ne le disent pas toujours à leur médecin ? Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne quand on est diabétique. Moi j'ai la chance d'être très bien accompagnée là où je suis, mais ça dépend des villes, ça dépend de tout ce qu'on peut trouver comme accompagnement médical, dispositif, etc. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée des boucles fermées, c'est plus la même chose que de jeûner. Moi j'ai commencé avec les stylos. C'est pas pareil. C'est de la basal bolus, c'est ça ? Exactement. Et donc puis c'était même la méthode traditionnelle, et après vous avez fait la pompe, et après maintenant... j'ai fait la pompe, exactement, et puis la pompe, alors qui est une boucle semi-fermée, parce que ça n'existe pas encore vraiment, mais déjà d'avoir cet algorithme qui permet de maintenir votre basal, que vous mangiez ou pas, déjà ça change le game. Et c'est vrai que je fais le ramadan vraiment complètement, que depuis que j'ai ma boucle fermée. Il n'y a pas un algorithme spécial Ramadan, c'est vous qui l'adaptez. Il y a un algorithme spécial activité physique, cycle menstruel, en vacances, vous l'adaptez en fait. Donc vous rentrez des situations particulières et tout ça marche. Fait. Et donc vous avez vu aussi cette transformation, et il y a quelque chose que vous avez dit, ou je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit, mais vous avez parlé, il faut le préparer, c'est-à-dire que ça ne s'improvise pas. Oui, tout à fait. Et donc c'est quelque chose on doit discuter avec le malade. Donc vous avez dit il faut un score parce que c'est bien pour discuter avec le malade. De la même façon, il faut préparer parce qu'il faut que le malade soit au courant de comment ça marche. Oui. C'est-à-dire que la décision partagée, ça marche que si le patient est vraiment éclairé. Et donc l'éclairage minimal dans le diabète avant le ramadan, c'est quoi ? C'est qu'il soit complètement à même d'avoir un diabète équilibré ? Pas que le diabète équilibré, mais comme vous avez dit, ça se prépare. En général, on aime bien voir le patient 1 à 2 mois avant le ramadan pour l'informer des différents risques, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, la déshydratation, quand est-ce qu'il doit rompre son jeûne, lui expliquer s'il y a des adaptations thérapeutiques et lui donner des conseils nutritionnels. Alors Freddy, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette position du malade éclairé. Donc le diabète, c'est une maladie qui a besoin d'équilibre, et le jeûne du ramadan, c'est quand même une situation, une anomalie, on va dire, dans l'année, avec donc des ajustements à faire. Et donc comment vous préparez, comment vous faites en pratique ? C'est dans le cadre d'une consultation ou il y a des stages ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Non, c'est vrai que alors il y a peut-être des endroits où il y a des ateliers sur la préparation du Ramadan. Je n'en connais pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En tout cas, nous on n'en fait pas, et ça pourrait être une bonne idée parce que effectivement, ça représente quand même une proportion de patients qui n'est pas négligeable. On le fait au fil de l'eau en consultation, mais c'est vrai qu'on a des délais de consultation tels que ils tombent pas tous 2 mois avant ou 1 mois avant le Ramadan. Et n'ont pas tous la chance, entre guillemets, d'avoir cette consultation de diabéto dans les quelques semaines ou tout petits mois qui précèdent le jeûne. Donc, en fait, idéalement, il faudrait le faire un peu dès la découverte du diabète chez des patients de confession musulmane, en abordant le sujet, comme on aborde le sujet de la grossesse assez rapidement, de toutes ces situations qui
qui vont se présenter ou qui ont de grandes chances de se présenter, on devrait le faire. Et puis après, il n'y a pas forcément besoin de le refaire tous les ans une fois que les patients connaissent. Je suppose qu'Assina, maintenant, elle sait comment gérer son diabète pendant le ramadan, qu'elle n'a pas forcément besoin de voir son diabétologue juste avant. Mais oui, alors pour répondre un peu à la question, c'est vrai que le diabète de type 1, et c'est vrai encore sous beaucoup de latitudes, parce que tous les pays n'ont pas la chance d'avoir les moyens technologiques et pharmaceutiques que l'on a. Ce qui a bouleversé la pratique du ramadan pour les gens qui ont un diabète de type 1, c'est l'arrivée des analogues de l'insuline, analogues rapides, analogues lents, qui ont permis de faire ce qu'on appelle le basal bolus, et donc d'essayer de mimer au mieux la physiologie. Et dans la formation à l'insulinothérapie fonctionnelle, il y avait, parce qu'on l'a fait un peu de moins en moins, mais il y avait ce qu'on appelle l'épreuve de jeûne. Donc les patients, on leur proposait de faire un jeûne qui était même plus prolongé que le jeûne qu'ils font pendant le ramadan. Et donc ça a permis symboliquement, en tout cas, d'ouvrir si je peux jeûner, là, le docteur me demande de jeûner, c'est que je peux aussi faire le jeûne. Donc ça a complètement bouleversé. Et puis après, bien entendu, la mesure continue du glucose, avec des alarmes. On peut mettre une alarme pour éviter l'hypoglycémie ou pour vérifier qu'on n'est pas en grande hyper. Et puis maintenant, ce qu'a dit Sina, la boucle fermée, qui a complètement encore plus révolutionné les choses. Donc là, effectivement, le diabète de type 1 n'est plus du tout sous nos latitudes, hein, je le dis bien, avec les moyens qu'on a de traitement, n'est plus du tout une contre-indication à la pratique du jeûne du ramadan. Alors, dans le diabète de type 1, il y a des apports en insuline. Et donc, j'avais la notion que l'insuline, elle n'est pas attachée uniquement à l'alimentation. C'est-à-dire que le corps humain a besoin, de toute façon, d'insuline pour fonctionner correctement. Et c'est quoi, à peu près, quand on va jouer sur l'ajustement pour le jeûne, on parle de quoi? De la moitié de l'apport insulinique habituel, du tiers, du quart? C'est quoi, en gros? On part de quel niveau d'insuline? Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle effectivement, quand on fait les formations en insulinothérapie fonctionnelle, l'insuline basale, on l'appelle l'insuline pour vivre. Oui. Voilà, c'est pas celle pour manger. Ça, c'est les insulines prandiales, les analogues rapides. L'insuline basale, c'est l'insuline pour vivre. Ça veut dire qu'on ne doit jamais l'arrêter. Même si on ne mange pas, on doit toujours la faire, en tout cas une certaine dose. Ensuite, le pourcentage, ça dépend vraiment des patients. Ça dépend vraiment, mais oui, ça se situe dans une fourchette comme celle-là. Mais la question ne se pose pas vraiment comme ça quand on prépare le ramadan. On regarde un peu Alors, ça dépend aussi s'il est en basal bolus, en multi-injection ou à la pompe. Bon, s'il est à la pompe, maintenant, il est, par définition, il est où il devrait être très, très vite en boucle fermée. Mais quand il est en multi-injection, on a plutôt tendance un peu, si le patient est très bien équilibré, qu'il a tendance à faire des hypoglycémies de temps en temps, qu'on le voit sur sa mesure continue du glucose, on va peut-être lui conseiller, voire avec lui, de diminuer un peu de 10 à 20% sa dose de basale. S'il n'est pas bien équilibré, qu'il ne fait jamais d'hypo avec sa basale habituelle, on ne va pas forcément la modifier. Donc voilà, mais on ne regarde pas forcément le pourcentage en termes de rapides. Et puis après, pour les rapides, il y a d'autres adaptations à faire. Donc là, j'imagine que quand on ne mange pas à midi, on fait pas, si on est en basal bolus, il n'y a pas l'injection d'insuline à midi avant le déjeuner. Et est-ce que je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Et on ne fait jamais d'insuline rapide si on ne mange pas. Et est-ce que les horaires d'injection d'insuline changent parce qu'on est en ramadan, c'est-à-dire qu'on va peut-être dîner plus tard ou des choses comme ça? C'est-à-dire que la basal bolus, vous la faites toujours au même moment, quel que soit qui est ramadan ou pas ramadan, ou est-ce qu'il faut changer l'horaire? La basale, si on la fait le soir, on la fait toujours le soir. On continue à la faire toujours à la même heure. Et donc, qu'est-ce qu'on va modifier? Donc, on va modifier la quantité d'insuline du soir et du matin, si on est non pas à la pompe Comment vous faisiez? Vous faisiez une injection le matin, une injection le soir avant le repas? Quand j'étais en stylo, ouais. J'avais ma lente le soir que je prenais à 22h pile. Et je regardais le lendemain si j'avais eu beaucoup d'hypo. Et donc, il y a un calcul à faire pour savoir est-ce qu'on augmente ou on redescend sa lente. Et ensuite, mon bolus, je le faisais en fonction de ce que je mangeais.
Si j'ai quelque chose qui est chargé en glucides, forcément, on va adapter son insuline en fonction de cette quantité de glucides. Et ça peut même arriver qu'on mange des choses où il n'y a pas de glucides du tout et où on ne va pas du tout s'injecter. Pourtant, on va manger parce qu'il n'y a pas de glucides. Oui, et votre commentaire sur cet aspect-là? C'est ce que vous faites? Après, on a aussi des recommandations de la Société internationale de diabétologie par exemple, pour un diabétique de type 2, pour l'insuline basale du soir, donc on la fait toujours sur le repas du soir, donc l'iftar. En général, on réduit de 15 à 30% la dose. Et si c'est un schéma en 2 injections, on ne change pas. L'injection du matin, on la fait le soir sans changer la dose. Et par contre, celle juste avant le repas, avant l'aube, on diminue de 50%. Alors j'ai une question, je pense, d'un patient qui a aussi un diabète et qui se pose la question, c'est quoi pour vous les signes d'alerte qui doivent pousser un patient à interrompre immédiatement le jeûne? Déjà, on vous les a appris tels que vous les vivez? Déjà, ça va être tout signe qui montre une hypoglycémie qui arrive. Si je commence à me sentir un peu patraque, moi, je le sens avant même que mon capteur me l'annonce. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Et en général, je regarde le capteur et je sais qu'il y a une hypoglycémie qui arrive. Donc c'est quoi? C'est un brouillard un peu intellectuel? Non, ou de la fatigue? Ça dépend des gens, en fait. Moi, par exemple, je vais sentir une grosse fatigue, une faiblesse. Si je vais très très loin dans l'hypo, ce qui ne m'arrive plus du tout, je vais trembler, transpirer. Là, en fait, c'est déjà un peu, on va dire, j'ai trop tardé. En général, j'arrive jamais à ça. J'anticipe. Et donc là, vous resucrez. En pratique, on dit resucrer, c'est quoi? C'est vous buvez un jus de fruits, vous faites quoi? Ça dépend des gens. Moi, par exemple, ce que j'aime prendre, c'est des petites gourdes de compote ou alors de bonbons, parce que moi, il me faut 10 grammes pour me resucrer de sucre. Donc, Laïd, cette stratégie de resucrage, c'est ce qu'il faut faire? Oui, de toute façon, s'il y a une hypoglycémie inférieure à 0,7, il faut se resucrer. Hein. Qu'on fasse le ramadan ou pas, il faut se resucrer. Donc, Et alors, si on se resucre, ça veut dire qu'on rompt le jeûne. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est juste un contretemps et qu'on peut rattraper plus tard? Non, c'est pas grave. On peut rattraper ou offrir un repas ou de l'argent à une personne. Donc il est vraiment important de surtout pas vouloir faire le jeûne à tout prix. Ah oui, tout à fait. Il faut vraiment déculpabiliser. Si vous avez effectivement... il y a plein de raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas être en capacité de faire le ramadan. Pour les femmes, par exemple, quand elles sont dans leur cycle, l'hypoglycémie, vous êtes malade, vous avez la grippe. En fait, notre religion, elle ne nous enseigne pas de nous faire mal. Au contraire. Oui. Il ne faut pas se mettre en danger. Il ne faut pas se mettre en danger. C'est même péché, en fait, de faire ça. C'est contre-productif. Donc, une fois que vous acceptez ça, vous êtes en hypo, vous dites Bismillah et vous mangez un truc. D'ailleurs, c'est dit dans le Coran qu'il ne faut pas, faut pas se mettre en danger. S'il y a une maladie qui n'est pas stable, qui menace la santé de la personne, elle n'est pas tenue à jeûner. On a d'autres moyens d'adorer Dieu. Exactement. Alors Freddy, en préparant l'émission, là on a beaucoup parlé du diabète de type 1, vous m'avez dit maintenant avec la pompe c'est presque plus simple que dans le diabète de type 2, donc on va peut-être dire 2-3 mots sur le diabète de type 2. C'est quoi les spécificités qu'il faut prendre en compte quand on a un diabète de type 2 et qu'on fait un ramadan si on n'est pas par exemple sous insuline, si on prend des médicaments? Est-ce qu'il y a des médicaments, j'imagine qu'il faut modifier le traitement, donc il y a des médicaments qu'il faut peut-être arrêter, d'autres qu'il faut maintenir, d'autres qu'il faut ajouter. Comment est-ce qu'on peut raisonner vis-à-vis de ça? Alors en fait, dans le diabète de type 2 qui n'est pas à l'insuline, si le patient est plutôt correctement équilibré, c'est pas non plus vraiment compliqué. Alors d'autant plus qu'il n'a pas de médicaments qui sont susceptibles de provoquer des hypoglycémies, à savoir les sulfamides hypoglycémiants et les glinides. Donc effectivement, mais c'est des médicaments qui ont de moins en moins le vent en poupe, qui sont de moins en moins prescrits, et pour ma part, je pense que c'est une bonne chose. Donc, quand le patient n'en a pas, eh bien,
qu'il est bien équilibré, c'est facile. On ne change pas son traitement. On lui dit éventuellement, s'il a un inhibiteur de SGLT2, de le prendre plutôt le soir, si tant est que chez certains patients, c'est un effet diurétique qui est un peu plus prononcé dans les heures qui suivent la prise. Donc voilà, pour éviter une déshydratation, on va plutôt lui dire de le prendre le soir au moment où il rompt le jeûne. Voilà, on va pas la metformine, si le patient en a à midi, on va peut-être mettre le comprimé, on va le mettre le soir, donc il prendra 2 comprimés. L'inhibiteur des PP4, il peut le prendre, voilà, on change pas. Donc il n'y a vraiment pas l'agoniste du récepteur du GLP-1 en injectable non plus. Donc il n'y a pas grand-chose à changer, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. C'est pas la même chose si le patient n'est pas bien équilibré, parce que là, c'est plus le risque de déshydratation encore s'il a une glycémie qui est vraiment très élevée. Et donc là, c'est pas une bonne situation pour faire le ramadan, mais comme je disais, c'est des situations réversibles. Donc il faut d'abord essayer d'équilibrer le diabète et dire au patient, écoutez, on va d'abord essayer d'équilibrer votre diabète, et puis le ramadan, on verra peut-être l'année prochaine si vous en êtes d'accord. Mais c'est pas, voilà, quand il n'y a pas de médicaments qui donnent des hypoglycémies, s'il y en a, s'il y a des sulfamides, alors il ne faut surtout pas les donner le matin, mais moi j'aurais envie de dire c'est la bonne occasion pour peut-être modifier le traitement du patient et les lui enlever et les remplacer éventuellement par d'autres antidiabétiques qui ne donnent pas d'hypoglycémie et qui ont bien d'autres bénéfices en plus de ça. Donc là, en préparant l'émission, vous m'avez dit à peu près la même chose. Donc, c'est quoi ce que vous voulez rajouter par rapport à ces recommandations ? Après, le professeur Penformis a dit quasiment tout. Quasiment tout, oui. C'est vrai que c'est peut-être ressouligner ce qu'il vient de dire. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on utilise de moins en moins. Les sulfamides, les glinides, c'est des médicaments il y a eu l'arrivée des nouveaux médicaments en fonction du terrain. Et vous, ça vous arrive, par exemple, de face à ce type de situation, de dire, si vous avez un sulfamide, la fameuse consultation où ils viennent 2 mois avant, on va peut-être essayer de le remplacer en vue du ramadan, c'est ça ? Tout à fait. Ou si par exemple il a un sulfamide d'ancienne génération, le remplacer par les sulfamides de nouvelle génération. En général, si on remplace, on part sur un médicament pas hypoglycémiant. Et donc changer les horaires de prise de la metformine, ça pose pas de problème pour les malades. Et pareil pour les inhibiteurs du SGLT2, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. En plus, la metformine, on la prend quand on mange, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, on a fait un petit peu le tour des médicaments. On pourrait rester un peu longtemps pour donner des exemples, mais il n'y a pas de situation qui vous ait posé de problème majeur. C'est-à-dire que si on raisonne logiquement, normalement, ça se passe bien pour ces ajustements thérapeutiques. Il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a pas trop de soucis. En général, il y a toujours quand même un déséquilibre du diabète durant le ramadan. Par rapport au mais qui est peut-être lié à d'autres causes. Voilà, exactement. Et on va justement en parler, puisque dans le ramadan, il y a le jeûne, mais il y a aussi la rupture du jeûne avec donc des repas qui parfois peuvent contenir beaucoup de sucre. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, Hassina, quand vous faites le ramadan ? Est-ce que, quand on voit que vous faites sans doute assez attention à votre alimentation, et est-ce que vous faites des ajustements particuliers ? Est-ce qu'on est contraint par le ramadan d'avoir des aliments rituels ou des choses particulières ? Ou est-ce qu'on peut interpréter et manger de façon parfaitement équilibrée pendant le ramadan ? En vérité, moi, j'ai grandi dans une famille où, oui, pendant le ramadan, c'était le moment des zlabia, c'était le moment des shorba, des harira, des plats... qui pouvaient être chargés effectivement en glucides, mais ça reste traditionnel. Parce que la réalité, c'est que quand on fait le ramadan, normalement on essaie, c'est ce qu'on cherche à faire en jeûnant, à faire un peu la paix avec soi et à s'éloigner un peu de tout ce qui est justement riche, trop, tout ça. Donc moi, quand j'ai commencé à vivre toute seule, c'est vrai que le ramadan, c'était plus... chercher de l'équilibre, revenir à une certaine alimentation plus saine, parce que ça se rapprochait beaucoup plus de ce que nous demandait justement notre religion. Donc aujourd'hui, en plus du fait que je sois diabétique de type 1, c'est aussi un des meilleurs moyens pour moi à m'obliger à être dans un équilibre, à manger un peu de tout, dans des quantités... on va dire, juste, pour pouvoir
tenir le coup pendant le ramadan. Parce que tout ce qui est c'est un marathon, quoi. Il faut pas... Exactement. Beaucoup de sucre la veille, c'est une catastrophe. Ça m'est déjà arrivé. On se fait plaisir, mais comme quelqu'un qui fait le ramadan et qui n'est pas diabétique, il va avoir exactement... Alors bien sûr, il n'aura pas les hypers, les hypos, et peut-être qu'il va faire des hypers, il ne le sait même pas, ou elle ne le sait même pas. Mais non, moi, je fais vraiment en sorte de manger un peu de tout et de vraiment maintenir mon repas du matin, alors qu'avant, par exemple, je ne prenais jamais le repas du matin. C'est pas forcément quelque chose de très bien. Et donc, le repas du soir, il ne faut pas vouloir, vous m'avez dit en préparant aussi, il ne faut pas vouloir rattraper absolument tout ce qu'on n'a pas mangé pendant la journée. Tout à fait. C'est-à-dire que ça doit être un repas presque normal. Tout à fait. Normalement, le repas de rupture, ça doit être un repas équilibré, quitte à manger un peu moins et remanger, faire un dîner un peu plus tardif, et essayer de faire les 3 repas pendant toute la durée où on peut manger, et ça sera plus bénéfique pour l'équilibre du diabète. Et il y a des aliments rituels, il y a les 3 dates à manger ou des choses comme ça c'est plein de sucre. Alors les 3 dates, je ne connaissais pas. La date, c'est vrai que... C'est pas les nombres impairs ou un truc comme ça? Oui, tout à fait. Moi, je ne connaissais pas cette... En fait, dans la religion musulmane, en général, il faut manger un nombre impair. En général, c'est 1 ou 3 dates. Ouais. Donc il faut faire une, là. Moi, je suis sur une, après, personnellement. Je dirais tout dépend de la glycémie avant de manger. Si la glycémie avant de manger est très basse, partir plutôt sur les 3 dates, et si elle est relativement haute, partir sur une date. Freddy, sur cet aspect de la diététique, qu'est-ce que vous conseillez à vos malades? Oui, le risque, il a bien été souligné, c'est de manger. Et là, on parlait des adolescents tout à l'heure, ça c'est vraiment des choses qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'effectivement, là, ils ont peut-être tendance un peu à se précipiter sur la nourriture et sur des choses riches en graisse et en sucre. Alors bon, l'histoire des 1 ou 3 dates, ça. Après, si c'est un patient qui est traité par insuline, qui prend en compte les glucides apportés par les dates, et c'est pas mal, c'est très sucré, bon, pourquoi pas, il peut en manger 3 s'il n'a pas de souci de poids, qu'il n'est pas en recherche de perte de poids, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est aussi donc... de bien adapter l'insuline aux glucides qu'on va prendre le soir. Là, je parle pour les personnes qui ont un diabète de type 1. Ensuite, c'est d'éviter, c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent, d'éviter de grignoter. Ça dépend des latitudes et ça dépend de l'activité des gens, mais il y a parfois des gens qui restent éveillés quasiment toute la nuit et puis dorment une partie de la journée. Donc là, ils vont grignoter toute la nuit. Et là, ça peut donner des hyperglycémies extrêmement importantes parce qu'ils ne vont pas faire leur injection d'insuline ou déclarer ces glucides à chaque fois qu'ils en prennent. Donc voilà, et puis ça dépend aussi bien sûr, parce que là, il parle de 3 repas. C'est vrai que c'est possible avec les horaires actuels. Maintenant, c'est pareil, quand on est en été et que la nuit dure très peu de temps, puis il y a des gens qui ne veulent pas se réveiller à 3 heures du matin pour prendre le petit déjeuner avant l'aube. Donc, c'est un peu variable, mais il faut individualiser. Et ça, j'insisterai aussi beaucoup sur l'individualisation, c'est-à-dire savoir un peu comment le patient fait, comment il vit son ramadan, et d'essayer de l'accompagner dans ce sens-là, en évitant les grosses erreurs. Mais effectivement, quand on parle des dangers du ramadan, vous l'avez bien dit, le danger de la rupture du jeûne, il est présent et ça peut donner vraiment des grandes hyperglycémies. Et si en plus le petit déjeuner est également très hyperglycémique, on démarre avec une glycémie élevée, on a soif, on urine beaucoup et ça risque d'être problématique de tenir le jeûne. Ah oui, c'est une bonne remarque, effectivement. Et est-ce que vous avez des exemples de ce que vous privilégiez comme aliment dans le repas du soir, puis après on passera au repas du matin? C'est-à-dire que vous privilégiez ce qui va ralentir un petit peu l'accumulation ou la rentrée trop rapide du sucre? C'est-à-dire que vous essayez d'avoir plus de fibres, plus des protéines maigres, des choses comme ça? Des légumes, de la protéine. Alors moi, il faut savoir que j'aime pas trop les pâtes, les féculents. Je pense que le seul féculent que j'aime vraiment, c'est le pain. Mais c'est vrai que pendant le ramadan, je vais essayer de manger des pâtes ou des blés complets, des choses comme ça, à tous les repas, parce que c'est ce qui va finalement m'aider à tenir le lendemain.
Et je m'en rends compte vraiment à chaque ramadan. Donc vous privilégiez pendant cette période-là ce type d'aliments pour pouvoir tenir. Sinon, c'est de tout. C'est ce que vous conseillez aussi à vos malades, Laïd ? Tout à fait, une alimentation équilibrée, riche en fibres. C'est une période particulière, donc c'est une alimentation particulière qu'il faut particulièrement traiter à ce moment-là ? Tout à fait. Mais en tout cas, les fibres ont toute leur place dans l'alimentation du ramadan. Et une bonne hydratation aussi, on n'en a pas encore parlé, non sucrée et sans caféine pour éviter la diurèse. Et essayer de mettre les sucres à la fin du repas pour qu'ils soient absorbés plus lentement, parce que l'estomac est plein. Il faut se faire envie, il faut savoir se faire plaisir. Et c'est vrai que manger du sucre en fin de repas, c'est beaucoup plus... on a moins de risques de pic glycémique qu'il va falloir après retraiter. Alors après, il y a le repas du matin. Donc le repas du matin, il faut pouvoir tenir la journée. Donc celui-là aussi, vous m'avez dit que d'habitude vous n'en preniez pas. Et là, vous faites quand même quelque chose. Avec le ramadan, je mange le matin quand il y a le repas du suhoor. Et c'est vrai que j'aime bien manger un peu de pain, du fromage, du beurre de cacahuète. En général, c'est la seule période de l'année où j'achète du beurre de cacahuète. Pourquoi ? Parce que déjà, j'aime bien manger du beurre de cacahuète avec du pain et du fromage. D'accord, mais... Et surtout, ça apporte aussi de la protéine, de la consistance, ça cale. Il vaut mieux mettre du beurre de cacahuète que de la confiture. Dans votre esprit, c'est ça ? La confiture, par exemple, je ne tenterai pas tôt le matin comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous dites à vos malades, Laïd ? Peut-être tôt le matin, privilégier les sucres lents. Ouais. Mais c'est pas un petit déjeuner à l'européenne, c'est plus ou à la française, c'est pas les tartines avec du chocolat, de la pâte à tartiner ou avec de la confiture. Vous conseillez plutôt un truc qui est plus du genre repas. Il faut un véritable repas au moment du repas avant l'aube. Freddy, oui, les conseils pour le repas du matin, pour arriver à tenir la journée, pas se déshydrater, pas se déséquilibrer ? Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez dit tous les deux. C'est effectivement éviter des aliments qui risquent... La glycémie la plus élevée chez les personnes qui ont un diabète, c'est la postprandiale du petit déjeuner. C'est vraiment celle-là qui est tout le temps la plus élevée, spontanément, et même d'ailleurs chez des personnes qui n'ont pas de diabète, c'est la plus élevée. Donc là, il faut éviter au maximum de favoriser ce pic hyperglycémique qui risque d'entraîner une polyurie et de compromettre la journée de jeûne. Donc là, oui, il faut privilégier des aliments avec des fibres, des glucides avec des fibres, de manière à ce que ça grimpe pas trop, et puis en plus que la satiété puisse tenir un petit moment dans la journée quand même. Et vous le vendez comme ça, vous le vendez en disant attention, ça peut faire un pic d'hyperglycémie et après vous ne pourrez pas tenir le jeûne ? En fait, c'est surtout un peu a posteriori, parce que pour être vraiment transparent, nos jeunes patients, ils nous en parlent pas tellement avant, ils le font et puis après, on en parle, ils nous en parlent et on voit, c'est là qu'on voit un peu entre guillemets, les erreurs qu'ils ont pu faire et qui les ont empêchés de faire le jeûne comme ils auraient voulu le faire. Donc c'est une bonne matière pour en discuter à ce moment-là. Oui, c'est intéressant. Ça vous arrive aussi sur cet aspect-là ? Oui, tout à fait. Partir des erreurs pour leur dire, oui, ça a fait ça parce que, et ainsi de suite. Et donc, il faut faire comme ci, comme ça. Il y a des recommandations, peut-être, qui ont été éditées sur des recommandations diététiques. J'ai vu qu'il y avait des recommandations de l'International Diabetes Federation, c'est ça ? Et puis de oui, tout à fait. Diabetes and Ramadan ? Oui, tout à fait. Il y a un guide pour jeûner en toute sécurité. Et on trouve ça sur Internet. On trouve ça sur Internet. Et il y a même la Société française des diabétiques où il y a des conseils nutritionnels avec des exemples de repas. Alors après, les diététiciennes, théoriquement, elles peuvent aider les patients diabétiques. Après, c'est pas vraiment remboursé. Alors à l'hôpital, il peut y avoir un circuit. Vous, comment ça s'est passé ? Vous avez fait votre éducation diététique comment ? Alors moi, j'ai fait une première fois avec l'insulinothérapie fonctionnelle à l'hôpital, où il y avait effectivement une diététicienne qui m'apprenait un petit peu à calculer combien d'insuline pour combien de glucides. Donc ça m'a apporté une certaine compréhension de comment je devais me nourrir. Et puis après... comme une personne non diabétique, on essaie de manger un peu de tout, de rester dans l'équilibre parce que
diabétique ou pas, en fait, les excès, ça se paie. Alors nous, on les paie directement, mais les non-diabétiques mettront un peu plus de temps à le voir. Donc il faut continuer à se faire plaisir et à savoir Sinon, être intelligent dans la manière dont on mange, mais pas se restreindre parce qu'il n'y a rien de pire. Alors j'ai vraisemblablement une patiente qui demande, pouvez-vous nous préciser comment gérer la modulation de dose de la basale avec un repas fait dans la nuit ? Comment gérer la modulation de la dose ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on choisit la dose qu'on va se faire ? Est-ce que ça dépend du repas ou est-ce que ça dépend du fait que c'est le ramadan et qu'on a besoin d'un peu moins d'insuline ? Comment ça se passe ? Après, la dose de la basale, normalement, on la réduit le soir déjà de combien ? De 20 à 30%. Freddy, sur cet aspect ? Là, en fait, si c'est quelqu'un, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a une basale seule, la personne qui pose la question, si c'est quelqu'un qui est en basale bolus, c'est le bolus, c'est la dose de rapide qu'on va faire si on rajoute un repas dans la nuit. Il faut l'accompagner, s'il y a des glucides, il faut l'accompagner d'une injection d'insuline rapide ou de la déclaration des glucides si on est sous pompe ou boucle fermée. Si c'est quelqu'un qui est en basale seul, ça dépend. Après, le risque, s'il augmente sa basale, c'est de faire une hypoglycémie dans la journée et en fin de journée. Donc là, il ne faut surtout pas, a priori, pas faire ça. Ça dépend après de l'équilibre habituel, mais non, il faut essayer en tous les cas d'avoir des repas, bien prendre les antidiabétiques et puis essayer d'avoir des repas pas trop riches en glucides. On revient toujours aux glucides. Alors Hassina, vous m'avez dit que vous faites beaucoup de sport, enfin vous en avez fait beaucoup. J'en ai fait. J'avoue que j'ai un peu lâché ces derniers temps. D'accord. Mais pendant le ramadan, donc l'année dernière, je faisais du sport. Mais vous le faisiez à quel moment et vous le faisiez avec quel risque d'hypoglycémie ? Alors déjà, il y a des sports que je ne faisais pas du tout quand je faisais le ramadan. C'est tout ce qui est course, tout ce qui est cardio, parce que c'est trop éreintant en tous les cas pour moi. Je sais qu'il y a des diabétiques qui arrivent à le faire sans problème. Et donc, vous parliez d'individualité et il faut savoir s'écouter. Moi, ce que je faisais beaucoup, c'était de la muscu et j'aimais bien faire ça le matin après avoir mangé, un peu dans la lancée de... Je venais de manger, souvent j'avais une hyperglycémie après mon petit déjeuner. Et sinon, quand je pouvais, un petit peu avant la rupture du jeûne, je dirais entre 2 heures avant, histoire de peut-être redescendre ma glycémie, parce que j'avais tendance quand même à être pas mal en hyper, bizarrement, la journée. Mais ça, c'est le corps qui se protège et qui va créer lui-même ses sucres. Donc voilà, dans les moments. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui font ça dans l'après-midi, en plein milieu. Il y en a... Chacun en fonction de trucs. Freddy, il y a des recommandations sur ça, sur diabète, ramadan et activité physique ? Oui, il y a des recommandations, mais toujours les mêmes, toujours celles qui ont déjà été citées à plusieurs reprises ce soir. Ensuite, Hassina l'a bien dit, en fait, il y a des patients qui se connaissent et qui savent quel type d'activité ils vont pouvoir faire. Il y a des gens, on sait très bien, il y avait une discussion à un moment sur les footballeurs professionnels qui faisaient le ramadan. On se disait, mais comment ils peuvent faire ? Et effectivement, ils le faisaient, et voilà, ils faisaient leur entraînement et leur match tout en faisant le ramadan. Donc, c'est possible. Alors, ils n'ont pas forcément de diabète, même la plupart du temps, ils n'en ont pas. Mais je veux dire, c'est possible. Alors, il y a des gens qui se connaissent bien et qui vont faire ça. Mais c'est vrai qu'on va plutôt éviter. Alors, on va regarder la glycémie, effectivement. Si la glycémie est un peu élevée, on peut aller marcher avant la rupture du jeûne. Si elle est un peu basse, on va éviter. Donc il faut aussi regarder, et on n'a pas beaucoup parlé de la surveillance de la glycémie, mais ça c'est effectivement un point extrêmement important quand on fait le ramadan. Il faut surveiller sa glycémie, soit en capillaire, soit avec la mesure continue du glucose, et ça va permettre d'adapter aussi. Donc c'est vrai que c'est une très bonne idée, après le petit déjeuner, de faire un peu d'activité pour éviter que la glycémie ne monte trop. Et puis voilà, ça peut aussi être, alors ça dépend de là encore, de l'époque de l'année à laquelle a lieu le jeûne du ramadan, mais on peut aussi aller
marcher un peu après la rupture du jeûne et le premier repas. Donc voilà, mais il est conseillé en tous les cas d'essayer de garder une activité physique, de ne pas devenir sédentaire pendant 30 jours, de garder une activité physique, mais de l'adapter de manière à ne pas augmenter le risque d'hypoglycémie, essentiellement ça d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un élément qu'on n'a pas abordé, c'est-à-dire que est-ce que vous conseillez systématiquement, quand il y a une boucle fermée ou une pompe à insuline, en général, il y a un capteur qui est associé, est-ce que vous conseillez à ceux qui n'ont pas ces outils-là d'intensifier la surveillance de la glycémie pendant le ramadan? C'est la base déjà. Freddy? Alors, oui, enfin en tout cas, maintenant, les indications de la mesure continue du glucose se sont élargies. Il n'y a pas que les gens qui ont 3 injections d'insuline ou plus ou une pompe qui ont droit au remboursement de ces capteurs, mais les personnes qui ont 1 ou 2 injections par jour, alors si l'hémoglobine glyquée à un moment ou un autre a été à 8% ou plus, ils ont droit au remboursement de ces capteurs. Et je trouve que le ramadan, pour ceux qui ne l'ont pas encore ou qui hésitaient à l'avoir, le ramadan est là encore une excellente opportunité pour commencer cette mesure continue du glucose et pour la prescrire, pour les collègues médecins, pour la prescrire à ce moment-là. Et ça, c'est quand même un outil extrêmement précieux pour faire le ramadan en toute sécurité. Ça a complètement modifié aussi les choses. Pour les patients qui n'y ont pas droit ou qui n'en veulent vraiment pas, oui, on va leur conseiller, alors au moindre symptôme, bien entendu, comme ça je crois que ça a déjà été dit, au moindre symptôme, il ne faut pas hésiter à regarder où en est la glycémie. Et puis, de manière un peu systématique, justement, si on a envie d'aller faire un tour, mais on ne sait pas où on en est, on peut faire une glycémie. Si on est à 1,80 g, ça va, on peut aller marcher. Si on est à 0,75 g, on va peut-être rester chez soi. Donc c'est un excellent outil pour gérer au mieux le jeûne du ramadan. Laïd, vous adoptez aussi cette stratégie, on va dire, opportuniste, c'est-à-dire profiter de cette occasion pour intensifier la façon dont les malades se surveillent et se traitent. Oui, tout à fait. En tout cas, dans les conseils, le renforcement de l'autosurveillance glycémique, c'est ce qu'on leur dit. Et par rapport à l'activité physique, il faut quand même éviter une activité physique excessive aussi. Alors après, il y a la question traditionnelle, c'est-à-dire que tout le monde ne travaille pas dans un bureau ou assis sur une chaise. Il y a quand même pas mal de gens qui ont des travaux assez physiques. Alors sans qu'ils soient forcément, je sais pas moi, terrassiers ou fondeurs, il y a pas mal de gens qui sont plombiers ou qui sont maçons, donc qui se dépensent. Comment ça se passe pour eux? Ils arrivent à faire le ramadan ou En tout cas, quand on les suit, souvent, il y en a beaucoup qui s'arrangent pour prendre leur congé pendant le ramadan parce que c'est quand même très difficile. C'est quand même très difficile. Des métiers très physiques. Après, ceux qui ne prennent pas de congé, on leur conseille d'avoir une très bonne hydratation pendant la période le soir, d'avoir toujours de quoi se resucrer ou de s'hydrater s'il faut rompre le ramadan à portée de main. Et voilà. Alors peut-être un petit tour de table, on va commencer avec vous, Assina. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile à partir du moment où vous avez eu un diabète vis-à-vis du ramadan? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous? Quand j'ai commencé à faire le ramadan, c'est vrai que comme j'étais sous stylo, j'avais un peu le sentiment que j'y arriverais pas parce que la basale, ça allait pas. Le soir, je me trompais d'unité de bolus. Donc c'est vrai que c'était ça le plus difficile. Après, je dirais que de le faire année après année, ça m'a, un peu comme le diabète finalement, et comme tout dans la vie, ça m'a montré que j'étais capable, si j'étais dans l'apprentissage constant, et des choses qui me paraissaient très difficiles comme tenir toute une journée sans manger et sans faire d'hypoglycémie, aujourd'hui ça me semble, c'est possible, j'arrive à le faire et j'arrive à le faire plusieurs jours d'affilée. Voilà, mais je pense que c'est les premières fois qui ont été les plus difficiles. Et vous, Laïd, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes avec ces patients qui veulent faire le ramadan? C'est lesquels? Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est les patients quand on leur dit que le ramadan est interdit ou fortement déconseillé, qu'ils le font quand même. Et on arrive à des déséquilibres monstrueux.
Et alors ceux-là, comment vous faites, vous les repérez, vous les surveillez plus? On n'en a pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on voit par exemple sur l'hémoglobine glyquée, j'ai un patient en tête, à chaque fois qu'il fait le ramadan, il passe de 7, 8 à 12, 13% d'hémoglobine glyquée. Et pour vous, Freddy, c'est quoi, à votre avis, le plus difficile et ce sur quoi il faut veiller? Ce qu'a dit Naïd est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas se contenter de dire aux patients, écoutez, là non, c'est contre-indiqué, vous ne devez pas le faire. Il faut l'aborder d'une manière plus douce en essayant vraiment d'expliquer pourquoi. Et puis à la fin, je pense de demander aux patients, alors après ce que je vous ai dit, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous comptez faire? Je dirais que c'est un peu comme ces contre-indications à la grossesse. Il y a certaines contre-indications, que nous, on considère comme des contre-indications sur le plan médical. Et de temps en temps, les femmes elles sont quand même enceintes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On leur a dit que c'était une contre-indication et elles se débrouillent, ou on continue de les suivre? Donc bien sûr, on va les accompagner. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a des situations qui sont très compliquées, mais c'est important de savoir si, malgré les explications qu'on a données, le patient souhaite vraiment, parce qu'il y a des patients, on voit des patients âgés, pour eux, c'est fondamental de le faire, et de dire, OK, on va vous accompagner. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé. Ce n'est pas disponible pour tout le monde, mais c'est disponible pour des gens qui sont sous insuline. On peut leur proposer aussi la télésurveillance pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'en fait, et Asina l'a bien dit, la première fois, c'était un peu compliqué parce que tous les jours, il y avait des choses un peu nouvelles. On a beau préparer le ramadan en amont, après, quand on est dedans, oui, il y a des situations auxquelles on ne s'était pas attendu, etc. Donc, que les patients en télésurveillance ils puissent nous contacter, qu'il y ait une messagerie efficace et qu'on puisse échanger avec eux pendant la période du ramadan, ça les aide beaucoup, et de pouvoir adapter en fonction de ce qu'ils ont vécu et des obstacles ou des difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc voilà, il faut toujours rester dans cette écoute pour n'abandonner aucun patient qui veut vraiment le faire, bien que effectivement c'est pas forcément terrible, mais on fera sûrement moins mal et on risquera moins de complications aiguës ou de grands déséquilibres du diabète si on accompagne ces patients. Et puis de pouvoir leur offrir la possibilité, pour certains, de nous joindre facilement pendant la période. Alors juste une dernière petite question très rapide pour vous, Asina. Visiblement, c'est quelqu'un qui suit vos conseils sur Internet, mais comment on peut continuer à vivre pendant le ramadan si on a un dîner en ville et une sortie de prévue? Comment on fait pour là? Déjà, est-ce que c'est un dîner après pour l'iftar, donc déjà, c'est possible. Tu y vas, tu kiffes... Et c'est pareil qu'à la maison. Il faut manger peut-être moins que ce qui est proposé, quoi. Pas forcément, en fait. Encore une fois, quand on est diabétique de type 1, la seule différence, c'est que nous, on a l'insuline qu'on ne fabrique pas et qu'on va s'injecter pour manger la même chose que vous qui n'êtes pas diabétique. Donc, ça sera peut-être sa soirée d'écart. Il faudra juste bien monitorer sa glycémie, il faudra s'assurer peut-être de manger un peu plus de fibres, peut-être boire plus d'eau, peut-être rentrer à pied, exactement, bien dormir, mais ça reste quand même des moments festifs, des moments où on se retrouve avec la famille, les amis, et oui, il y a des moments où moi, je mange des zlabia le soir. Ça me fait plaisir. Mon père m'en achetait pendant cette période-là. Alors oui, j'en mange pas tous les jours, mais quand j'en mange une, c'est un vrai plaisir. Je le calcule et j'anticipe. Et voilà. Et si on se trompe, c'est pas grave. Voilà, on a droit à l'erreur. Comme l'administration maintenant. C'est la fin de cette émission passionnante. Peut-être un petit message ou une remarque pour les gens qui vous ont suivi, qu'ils soient médecins ou malades ou patients? Moi, je dirais, là on parle du ramadan, mais en réalité on parle de tout. C'est pas parce que vous êtes diabétique que vous devez vous empêcher de faire quelque chose qui vous fait envie ou qui est important pour vous. Faut le faire. Je pense à Sébastien Sasseville, qui est diabétique et qui est allé grimper l'Everest. Il revient en un morceau, alors qu'il y a des non-diabétiques qui reviennent, ils ont perdu des doigts, des choses.
Donc si c'est important pour vous de faire le ramadan, faites-le. Si c'est important pour vous de devenir maman, faites-le. Si c'est important pour vous de grimper l'Everest, faites-le. Mais il faut préparer. Ça se prépare. Juste, on ne fait pas ça sur un coup de tête, on le fait en se préparant. Et si c'est important pour vous, vous ferez ce qu'il faudra pour y arriver. Et vous, Laïdama, alors en tant que médecin de ville, c'est quoi votre message pour tout le monde? Donc le diabète et le ramadan. Le ramadan chez un diabétique, ça se prépare en amont du ramadan. Bien individualiser la prise en charge du patient. Et la décision finale appartient au patient et de préférence éclairée par les conseils de son médecin. La décision partagée, c'est une vraie décision partagée que s'il est vraiment éclairé. L'autonomie du patient. Et Freddy, alors, en tant que diabétologue universitaire, c'est quoi votre message pour conclure cette émission sur diabète et ramadan? Bon, je ne sais pas si le côté universitaire a quelque chose à voir là-dedans, mais c'est surtout moi, je suis essentiellement des gens qui ont un diabète de type 1, donc vraiment le ramadan dans le diabète de type 1, avec les outils actuels, ça ne doit plus poser aucun problème de le faire. Alors, bien sûr, hormis les comorbidités dont on a déjà parlé, mais voilà. Et je pense que le message que j'aurais pour les personnes qui nous écoutent, qui ont un diabète, il ne serait pas différent de celui d'Alcina. Pour les collègues, les soignants, ce serait d'en parler comme on parle très tôt aux jeunes femmes qui ont un diabète de type 1 d'une grossesse, d'en parler quand on découvre un diabète de type 1 et chez une personne de confession musulmane, et d'en parler très tôt et de lui dire voilà, le jour où, quand tu voudras faire le ramadan, on en reparle. Et d'encourager justement à ce qu'on puisse se préparer en amont. Mais ensuite, ça ne pose plus de problème. Moi, j'ai des jeunes patients qui font ça depuis des années. Ils ne m'en parlent plus parce que tout se passe très, très bien. Il n'y a plus aucun souci. Avec les boucles fermées, il n'y a plus aucune différence qu'on soit en période de ramadan ou pas. Eh bien, cette émission donc, sur le diabète, le jeûne et le ramadan est terminée. Donc, j'ai bien compris qu'il faut être proactif vis-à-vis des gens qui sont susceptibles de le faire et qui ne vous en parlent pas forcément. Merci beaucoup à nos invités d'avoir aussi clair. Et merci au laboratoire Sanofi, notre partenaire institutionnel sur cette émission. Et à très bientôt pour une prochaine émission Fréquence Médicale.